Mon père a dit, cette année, on est juste trop nombreux. Peut-être que toi et les enfants, vous pourriez ne pas venir. J'ai répondu, pas de problème. Puis, ma fille a vu une vidéo sur Instagram. Les amis de ma cousine, son patron, et même le bambin des voisins tous chez mes parents. J'ai pris une photo des cadeaux que nous avions emballés et j'ai envoyé un texto, je dépose ça chez Goodwill. 40 minutes plus tard, mon père était à ma porte, à bout de souffle. J'ai ouvert et j'ai dit, ça fait mal de l'admettre, mais ils n'en ont rien à faire de moi ou de mes enfants. Je ne pense pas qu'ils s'en soient jamais vraiment souciés. Et dire ça à voix haute, même juste dans ma tête, c'est comme déchirer quelque chose que j'ai passé des années à recoudre soigneusement. J'ai fait toutes les acrobaties émotionnelles possibles, je me suis dit qu'ils étaient juste de la vieille école, juste distraits, juste pas très expressifs. J'ai excusé les anniversaires manqués, les prénoms oubliés, la façon dont ils agissaient toujours comme si nous étions des invités à leur table, et non comme de la famille. Et malgré tout ça, je me suis toujours présenté avec des cadeaux, des gratins, le plein d'essence, et mes enfants habillés avec des tenues qu'ils choisissaient juste pour mamie. Alors, quand mon père a appelé la semaine dernière, j'ai pensé que c'était le coup de fil habituel pour prendre des nouvelles. Il n'a même pas pris de détour. Pas de banalité, il a juste dit, cette année, c'est devenu un peu fou. Il y a plus de monde que prévu. Peut-être que toi et les enfants, vous devriez passer votre tour. C'est tout. Juste comme ça. Comme si nous étions une option facultative. Comme si nous prenions de la place. J'ai dit, pas de problème, et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Le salon sentait encore le papier cadeau et le ruban adhésif. Je venais de finir d'emballer les cadeaux d'anniversaire de mariage. C'était leurs 30 ans. J'avais mis le paquet, j'avais passé des mois à mettre de l'argent de côté sans que les enfants le remarquent. Je leur avais acheté une montre Cartier, et je l'avais fait graver. J'allais la leur donner après le dîner. Je pensais que ça pourrait enfin signifier quelque chose. J'ai dit aux enfants que nous ferions notre propre fête, en le présentant comme un privilège. J'ai commandé leur pizza préférée, j'ai acheté des marshmallows supplémentaires pour le chocolat chaud, et j'ai souri à travers tout ça comme si tout allait bien. Mon fils a demandé si grand-père était malade. Ma fille a voulu savoir si mamie était en colère. Je leur ai dit que non, rien de tout ça, juste un changement de programme. 2 jours plus tard, ma fille est entrée dans la cuisine avec son téléphone. Elle a dit, maman, regarde. C'était une story Instagram, et pas une de ces stories floues et vagues. C'était clair comme le jour. Leur maison était entièrement décorée, ballons, fleurs, un buffet de traiteur. Les amis d'université de ma cousine étaient là, son patron, la famille d'en face avec le bambin qui avait un jour craché sur notre porche. Tout le monde, même des gens que je ne reconnaissais pas. Et juste là, en arrière-plan, riant et buvant, il y avait mes parents. Ma mère portait l'écharpe que je lui avais achetée à Noël dernier. Mon père levait une coupe de champagne, comme s'il était le roi du monde. Ma fille a fixé l'écran, silencieuse pendant un long moment, puis a demandé, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas de nous là-bas? Je n'avais pas de réponse. Je n'en ai toujours pas. Je suis allé dans le salon, j'ai attrapé mon téléphone, et j'ai pris une photo des cadeaux emballés qui attendaient sous la table d'appoint ceux que mes enfants avaient choisis, et aidé à emballer. Puis, j'ai envoyé la photo à mon père. Sans légende. 1 minute plus tard, j'ai envoyé un deuxième message, je dépose ça chez Goodwill. Je n'attendais rien. Je ne suis même pas resté près du téléphone. 40 minutes plus tard, il était à ma porte d'entrée. Je l'ai vu par la fenêtre, faisant les 100 pas, sa veste à moitié enfilée, pas de voiture en vue. Il avait dû se garer au coin de la rue. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air essoufflé, comme s'il avait couru tout le trajet. Il a dit que nous devions parler. Je n'ai pas bougé. Je lui ai juste demandé, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et à cet instant, je n'étais plus sa fille. J'étais une mère qui avait perdu patience. Il se tenait là, comme s'il s'attendait à ce que je m'écarte, comme si tout pouvait redevenir normal s'il se présentait en personne avec un air vaguement contrit. Je n'ai pas cédé. La porte est restée entr'ouverte, l'air froid s'insinuant entre nous. Il s'est mis à parler vite, comme si ça pouvait aider. Il a dit que les choses étaient devenues un peu plus grandes que prévu. Qu'il n'avait pas tout planifié, que c'était ma cousine qui s'était occupée des invitations. Que le but n'était pas de nous exclure, ni moi ni les enfants.
Que ça s'était juste passé comme ça. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes, car je devais être sûr de ne pas exploser. Puis, je lui ai posé une seule question, le bambin des voisins était sur la liste? Il a changé de pied, a baissé les yeux comme si le sol était plus confortable que mon visage. Puis il a dit quelque chose sur le fait que ce n'était pas personnel, que nous prenions toujours les choses trop à cœur, que j'aurais pu simplement appeler au lieu d'envoyer un message dramatique. Voilà encore cette expression. Nous, comme si mes enfants et moi formions une catégorie floue qu'ils pouvaient rejeter en bloc, comme une tâche qu'ils n'arrivent pas à faire partir. Il a essayé d'arrondir les angles. Il a dit qu'il comptait nous appeler le lendemain de toute façon, que la semaine avait été mouvementée. Il a même dit que nous pourrions passer pour le gâteau ce week-end, comme si ma fille ne l'avait pas déjà vu porter un toast sans elle, comme si mon fils n'avait pas déjà demandé pourquoi grand-père ne voulait pas voir son dessin. Alors, je lui ai tout dit. Je lui ai parlé de la montre, de comment il m'avait fallu des mois de restrictions, de quarts de travail supplémentaires, de refus face aux envies des enfants. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste qu'il le ressente, qu'il sache que je lui avais donné quelque chose de réel, et qu'il ne nous avait rien donné en retour. Il est devenu silencieux, de ce genre de silence où l'on sait que les excuses ne viendront pas. Puis, finalement, il l'a dit. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Pas de merci, pas de désolé. Juste un petit rappel plat, que tout ce que je fais pour eux est, à leurs yeux, inutile. C'est à ce moment-là que ma fille est apparue derrière moi. Elle était en chaussettes et tenait l'un des sacs cadeaux, celui avec la tasse qu'elle avait faite pour ma mère au cours d'art plastique. Elle n'a rien dit pendant une seconde, puis a demandé, est-ce que grand-père est là pour prendre les cadeaux maintenant? Mon père l'a regardée comme si elle était l'enfant de quelqu'un d'autre. Il n'a même pas essayé de s'agenouiller, de la serrer dans ses bras ou de lui dire bonjour. Il l'a juste dévisagée, comme si elle l'avait surpris en train de faire quelque chose de gênant. J'ai dit, non, il ne prend rien. Et j'ai fermé la porte. Il est resté là une seconde. J'ai regardé par le Judas. Il n'a pas frappé à nouveau. Il est juste resté immobile un instant, puis s'est éloigné dans l'allée. Il n'a pas pris sa voiture. Je pense qu'il s'est égaré quelques maisons plus loin, pour que les voisins ne voient pas sa voiture. C'est le genre d'homme qu'il est, plus embarrassé par une scène, que honteux de ce qu'il a causé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mur de textos de ma mère. Elle disait que j'avais dépassé les bornes, que j'avais tout exagéré, que mon ton était complètement inapproprié et que je les avais blessés. Puis, elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête toute la journée, peut-être qu'il vaut mieux que nous prenions nos distances pendant un certain temps. Elle n'a pas mentionné les enfants une seule fois. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai sorti la montre Cartier de sa boîte et je suis allé au magasin pour la retourner. J'ai dû discuter avec l'employé à cause de la gravure, mais j'ai finalement récupéré la plupart de l'argent. Assez pour réparer le chauffe-eau. Assez pour, peut-être, emmener les enfants quelque part le week-end. Ils ne voulaient pas de nos cadeaux. Très bien. Ils n'auraient plus jamais rien de nous. Après avoir rendu la montre, je m'attendais au silence. C'est comme ça que ça se passait d'habitude. Ils se taisaient, attendaient que je me sente mal, puis se glissaient à nouveau dans ma vie comme si de rien n'était. Je pensais que, peut-être, cette fois-ci serait différente. Qu'ils réfléchiraient vraiment à ce qu'ils avaient fait. Qu'ils diraient quelque chose aux enfants. Mais j'aurais dû mieux savoir. Le message est arrivé 4 jours plus tard. Pas d'excuses, pas de nouvelles. Juste un court texto de mon père, est-ce que tu envoies toujours l'argent pour l'hypothèque ce mois-ci? Même pas un point d'interrogation. J'ai fixé le message comme si je ne comprenais pas les mots, comme s'il ne pouvait pas être aussi inconscient, aussi égoïste. Depuis 4 mois, je payais discrètement leur hypothèque. Sans fanfare, sans annonce. Ils ne me l'avaient jamais demandé directement, juste des commentaires vagues sur des mois difficiles, des mauvais timings et sur le fait que tout le monde ressent la pression en ce moment. Je ne l'avais pas dit aux enfants, ni même à mes amis. Je le faisais, simplement, parce que je pensais que c'est ce que la famille fait. Même quand ce n'est pas réciproque, même quand ça fait mal. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message, cette fois de ma mère. Elle disait, juste pour vérifier que le paiement de l'hypothèque n'a pas été retardé. Nous devons faire le versement avant vendredi. Comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été sur le pas de ma porte, à dire à leur petite fille qu'ils ne voulaient pas de nos cadeaux.
Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment, regardant mon application bancaire, l'argent que j'avais mis de côté comme une horloge. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était devenu automatique, à quel point ils en étaient venus à s'y attendre, à quel point j'étais utilisé, non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi comme un levier émotionnel. Et ils n'avaient même jamais fait semblant de me respecter pour ça. Alors, j'ai répondu par texto, non, je ne l'enverrai plus. Pas d'explication, pas d'ouverture à la conversation, juste une ligne qu'ils ne pouvaient plus franchir. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je n'ai pas répondu. Puis, ma mère a envoyé un flot de messages, demandant pourquoi je changeais soudainement les choses, pourquoi j'introduisais l'argent dans des affaires personnelles, comment je pouvais être si cruel pour un simple malentendu. Elle a dit que je devrais penser à l'impact que cela aurait sur les enfants, comme si elle ne les avait pas tout juste rayés de sa vie 2 semaines plus tôt. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Le lendemain matin, mon père a envoyé un texto plus long. Il disait qu'il ne pensait pas que j'irais aussi loin, qu'il n'avait jamais voulu blesser personne, qu'il le faisait de leur mieux et que je devrais être la plus intelligente. Je l'ai supprimé sans lire le reste. Cette semaine-là, je me suis penché sur mon budget. J'ai annulé les virements automatiques, j'ai tout redirigé vers mon épargne. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas à jongler avec les factures pour couvrir la vie de quelqu'un d'autre. J'ai acheté de nouvelles baskets à mon fils, j'ai commandé à ma fille la série de livres dont elle parlait, et j'ai cuisiné des repas sans faire de calculs mentaux à l'épicerie. Je m'attendais à ce qu'ils se taisent. Ça aurait été plus simple, mais ils ne l'ont pas fait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'école, pas du secrétariat, mais de l'institutrice de ma fille. Elle a dit, « Votre mère est passée ce matin. » Il était un peu plus de midi quand mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai décroché quand même. C'était l'institutrice de ma fille. Elle semblait calme, mais prudente, comme si elle mesurait chaque mot. Elle a dit, « Bonjour, Amélia. Je voulais juste vous informer que votre mère s'est présentée à l'école aujourd'hui. » Je suis resté complètement immobile. Elle m'a expliqué que ma mère était venue à l'accueil et avait dit qu'elle déposait un petit paquet pour ma fille. Au début, ça semblait anodin, mais ensuite, elle a demandé à la voir. Quand on lui a dit que ce n'était pas autorisé sans approbation préalable, elle n'est pas partie. Elle a dit qu'elle était juste une grand-mère, qu'elle n'était pas une étrangère, qu'elle avait le droit de voir sa petite fille. Elle n'a pas crié, mais elle a insisté. Lorsque l'accueil a refusé, elle est finalement partie, mais pas avant d'avoir laissé une petite boîte cadeau avec le nom de ma fille dessus. J'étais à l'école en 20 minutes. La réceptionniste m'a tendu la boîte, déjà ouverte par mesure de sécurité. Elle était emballée dans un papier familier, le même motif que nous avions utilisé pour emballer les cadeaux qu'ils avaient refusés. À l'intérieur, il y avait la tasse en céramique que ma fille avait faite en cours d'art plastique, celle que nous avions peinte ensemble, rouge vif avec un petit tournesol et « Je t'aime mamie » écrit sur le bord avec une peinture dorée inégale. Collé au fond, il y avait un morceau de papier plié, arraché d'un bloc-notes. Il disait, « Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Tu n'es pas raisonnable. Les enfants devraient pouvoir décider par eux-mêmes. » Pas d'excuses, pas de regrets, juste un autre message enveloppé de culpabilité. J'ai tout pris, la boîte, la note, la tasse, et je suis retourné à la voiture, en essayant de contenir le sentiment de nausée dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement la manipulation. C'était le fait qu'elle m'avait contourné, qu'elle s'était présentée à l'école de ma fille comme si elle avait le droit de franchir les limites que j'avais clairement établies. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, je n'ai pas dit à ma fille ce qui s'était passé. J'ai juste dit que mamie avait déposé quelque chose qu'elle avait oublié de nous donner. Elle a hoché la tête lentement et n'a pas posé plus de questions. Mais toute la soirée, elle a été silencieuse. Elle a à peine touché à son dîner. Elle a regardé le film comme si c'était un bruit de fond. Les enfants savent. Les enfants savent toujours. Après qu'il se soit couché, j'ai envoyé un texto à ma mère, « Tu ne dois plus t'approcher de l'école. Si tu veux parler, écris. Sinon, reste à l'écart. C'est une limite. Respecte-la. » La réponse n'est pas venue d'elle, mais de mon père. Il a écrit, « Si tu penses que tu vas nous couper les ponts et garder nos petits-enfants, tu te trompes lourdement. » J'ai fixé l'écran, je l'ai lu 2 fois, j'ai fait une capture d'écran, et je me la suis envoyée par email. Je l'ai transférée à un ami avocat avec une note qui disait, « Juste au cas où. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
j'ai ouvert mon classeur et j'ai sorti tous les dossiers que j'avais, les paiements de l'hypothèque, les confirmations de virement, les textos où il laissait entendre qu'il avait besoin d'aide. Je les ai imprimés, étiquetés, et j'ai commencé un dossier. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à avoir besoin de ce genre de preuves, mais ce texto n'était pas une supplique. C'était un avertissement. Et ce fut le moment où j'ai cessé d'avoir peur de ce à quoi ressemblerait le fait de couper les ponts avec eux. 5 jours se sont écoulés depuis que ma mère s'est présentée à l'école, et le silence était plus assourdissant que n'importe quoi d'autre. Pas de texto, pas d'appel, pas de message vague prétendant être désinvolte. Juste un silence lourd, pesant. Le genre de silence qui semble attendre que quelque chose explose. Puis le samedi est arrivé. On n'a pas frappé fort, ni de manière urgente. Juste 3 coups solides sur la porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas et ils étaient là. Mes parents, ma mère tenant un dossier, mon père se tenant raide derrière elle, la mâchoire serrée, comme si cela allait être une négociation et qu'il était prêt à se battre. Je n'ai pas ouvert tout de suite. D'abord, je suis monté à l'étage et j'ai allumé la télé dans la chambre des enfants. Je leur ai dit de rester là-haut et de ne pas ouvrir la porte, quoi qu'il arrive. Puis je suis redescendu et je suis sorti, en fermant la porte derrière moi. Pas de bonjour, pas de bavardage. Mon père est allé droit au but, nous sommes venus pour parler. Nous devons régler ça avant que les choses ne tournent mal. Ce n'était pas une supplique. C'était un avertissement. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Ma mère m'a tendu le dossier. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait 2 enveloppes, chacune portant le nom de mes enfants. L'écriture était la sienne, avec ces petites lettres serrées qu'elle utilise quand elle essaie d'être prise au sérieux. Elle a dit que c'était des lettres, juste pour expliquer notre version des faits, qu'il ne voulait pas que les enfants pensent qu'ils avaient été abandonnés. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun droit d'envoyer quoi que ce soit directement à mes enfants, que ce qui s'était passé n'était pas un malentendu. C'était une décision, un schéma, un qui durait depuis des années et qui avait finalement atteint ses limites. Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac, nous ne pensions pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. Tu pardonnes toujours. C'était ça. C'est pour ça qu'ils avaient insisté encore et encore. Ils croyaient que je serais toujours là, que je finirais par céder, par arriver avec un gratin en guise d'excuse, par ramener les enfants comme si de rien n'était. Ils comptaient sur ma douceur. Mon père a finalement repris la parole, nous avons été sous pression. L'hypothèque est de nouveau en retard. Si tu arrêtes vraiment de payer, ça va nous détruire. Voilà la vraie raison de leur venue. Pas pour les enfants, pas pour des excuses, pas même pour une réconciliation. L'argent. J'ai dit, vous vous débrouillerez. Tout comme je l'ai fait. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Puis sa voix a pris ce ton amer et défensif que je connaissais trop bien, tu punis tes propres parents pour une fête. Tu te rends compte à quel point c'est ridicule. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'ils essayaient encore de déformer la vérité. Il ne s'agit pas d'une fête. Il s'agit de toute une vie. Ils sont partis peu de temps après. Pas d'explosion, pas de porte qui claque, juste une retraite les lèvres pincées. Je suis resté sur le porche et je les ai regardés marcher jusqu'à leur voiture sans se retourner. Ce soir-là, à 21h03 exactement, ma mère m'a envoyé un texto, tu as pris ta décision. J'espère que tu es fier. Nous ne te contacterons plus. Ne nous contacte pas, sauf en cas d'urgence. J'ai fixé le message. Ça ne m'a même pas fait aussi mal que je le pensais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. Mais j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose de vieux, quelque chose auquel je m'étais accroché trop longtemps. Plus tard, alors que je bordais les enfants, ma fille a passé ses bras autour de moi et a chuchoté, même s'ils ne reviennent pas, on va bien. On t'a, toi. Mon fils a marmonné, déjà à moitié endormi, maintenant, on a la maison rigolote. Je leur ai embrassé le front, j'ai éteint la lumière, et j'ai réalisé qu'ils avaient raison. On allait bien. Cela fait un peu plus de 3 semaines depuis ce dernier message, depuis qu'ils ont tracé leur ligne dans le sable et m'ont dit de ne pas les contacter, sauf en cas d'urgence. Personne n'a dit un mot depuis. Pas d'appel surprise, pas de texto vague prétendant que tout va bien. Pas de carte pour les enfants, pas de questions curieuses transmises par des parents. Juste rien. Et je ne vais pas mentir, au début,
le silence donnait l'impression qu'il manquait quelque chose. Pas eux exactement, juste le bruit auquel j'étais habitué. La tension constante, l'attente du prochain coup bas, déguisée en inquiétude. Quand ça s'est arrêté, c'était comme se promener dans une maison où l'on a vécu autrefois. Silencieuse, mais lourde de souvenirs. J'ai dû me rappeler chaque jour, c'est la paix, pas la solitude. Pas une guerre froide, juste la paix. Les enfants se sont adaptés plus vite que je ne l'aurais cru. Peut-être parce qu'ils étaient déjà à mi-chemin avant même que je ne m'en rende compte. Ma fille écrit des petites histoires et les colle sur son mur, des histoires d'une fille et de son chien magique qui peut voyager dans le temps. Elle m'a dit l'autre soir que la fille gagne toujours parce qu'elle se souvient de qui elle est, même quand les gens lui mentent. Mon fils a construit un fort dans le salon avec des couvertures et des chaises. Il dit que c'est la zone interdite aux gens tristes. Ils y mangent des goûters et regardent de vieux dessins animés. Et chaque fois que je jette un coup d'œil, je pense à la chance que j'ai qu'il n'ait pas laissé l'amertume prendre racine. Il rit encore. Il croit encore aux bonnes choses. Il y a quelques soirs, j'ai retrouvé la boîte de cadeaux que nous avions emballée avant tout ça. Je pensais avoir tout donné, mais apparemment, un sac avait été poussé derrière les manteaux dans le placard. À l'intérieur, il y avait un cadre que ma fille avait fait avec une photo de nous quatre, datant d'il y a 2 ans, à l'époque où les choses semblaient encore réparables. Elle l'avait décoré avec de minuscules cœurs en mousse et avait collé une note au dos, pour l'anniversaire de mamie et grand-père. S'il vous plaît, ne pleurez pas, je suis restée assise par terre pendant un long moment, tenant ce cadre. Sans pleurer, juste en étant assise avec tout ça. Il ne s'agissait jamais seulement de cette fête. Il s'agissait d'années à être mises de côté, à être utiles mais pas vues. À me présenter avec les enfants et l'espoir à la main, pour repartir en ayant l'impression d'avoir gâché les vacances de quelqu'un d'autre. Et la vérité, c'est que si je ne m'étais pas éloigné cette fois, ils auraient laissé faire encore et encore et encore. Ils ne nous contactent pas parce que nous leur manquons. Ils gardent le silence parce qu'ils ont perdu le contrôle. J'ai enfin cessé d'être la fille qui avalait tout et souriait. Et ce n'est pas la version de moi qu'ils savent aimer. Alors, oui, ça fait mal. Il y a des moments où j'ai envie d'envoyer une photo des enfants jouant dans la neige, de transférer une vidéo idiote ou de partager une invitation d'anniversaire. Je me surprends à attraper mon téléphone, puis je m'arrête. Pas par colère, mais parce que je me souviens de ce qu'ils ont fait quand ils en ont eu l'occasion. Ils nous ont tourné le dos, et maintenant ils prétendent être les victimes. Voilà donc où nous en sommes. Je ne fais aucune promesse. Je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine, ou celle d'après. Je ne sais pas s'ils tendront la main quand les choses deviendront plus difficiles, ou s'ils laisseront l'orgueil enterrer le peu de relations qu'il nous restait. Mais je sais une chose, s'ils veulent un jour revenir, ce ne sera pas à la même porte qu'ils ont quittée. Il faudra que ce soit différent, ou rien du tout. Pour l'instant, c'est juste moi et les enfants. Soirée pizza, pyjama toute la journée le samedi, décoration faite maison, musique trop forte, et des biscuits que nous brûlons toujours un peu. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel, et c'est à nous. Alors peut-être que c'est la dernière mise à jour. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir lu. Nous allons bien maintenant. Vraiment bien. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas coupable de le dire.